particulière, puisqu'il y a eu le confinement, donc un peu une modification dans nos comportements et aussi la fermeture des déchetteries pendant un certain temps. Ici, ce que vous avez visualisé, c'est hors déchetterie. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une stabilité au niveau de la collecte des ordures ménagères, ce qui est plutôt une bonne chose, et une nette augmentation de ce que l'on appelle les sacs jaunes, qu'on appelle aussi, nous, dans notre langage, les corps creux, corps plats, c'est-à-dire tout ce que vous avez, pot de yaourt, etc. Vous avez... Non, mais c'était trop vite. Donc aussi une nette augmentation de tout ce qui est emballage, les bouteilles, donc c'est la celle d'avant, c'est celle d'avant. Et puis tout ce qui est papier également, qui a été augmenté de 8%. En revanche, on note pour les verres, pour les verres, vous remarquez aussi une évolution de 9%, donc ce qui est plutôt bon, puisque ce qui laisse penser qu'il y a de plus en plus de tri. Alors, pour ce qui concerne l'évolution maintenant commune par commune, donc dans l'évolution commune par commune entre 2019 et 2020, on note cette augmentation. Et pour ce qui concerne, alors pour Donzère, alors là c'est l'ordure ménagère. Pour l'ordure ménagère, ce qu'on peut remarquer, c'est que Donzère n'est pas dans les villes les plus vertueuses, puisque globalement Donzère c'est 284 kg par habitant, sachant que la moyenne nationale est à 254 kg par habitant. Donc c'est au-dessus de la moyenne nationale, mais l'ensemble de l'intercommunalité est au-dessus, sachant que les villes les plus vertueuses sont Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais c'est un peu particulier puisque Saint-Paul-Trois-Châteaux a la mise en place d'une taxe incitative, même si elle est actuellement à blanc, c'est-à-dire que c'est pas déclenché, mais il y a un système d'ouverture qui est comptabilisé. Saint-Paul-Trois-Châteaux a aussi un système de porte-à-porte qui facilite peut-être le meilleur prix. Pour ce qui concerne maintenant la partie tri sélectif, donc tri sélectif, Donzère n'est pas le meilleur trieur par habitant, puisque vous voyez c'est l'une des communes qui trie le moins dans l'intercommunalité. Alors, il y a des marges de progression, notamment en améliorant les outils de tri, ça peut être facilité. Donc là, vous avez le détail des différents types de tri, et on s'aperçoit que au niveau de la moyenne nationale, qui est à 49, vous voyez, de kilos par habitant, Donzère est à 29,7 kilos par habitant. Alors, cette marge de progression, on essaye de faire des coupes de communication, notamment donc, dans la diapositive que vous avez là. Vous avez un petit reportage qui a été fait suite à une opération de caractérisation que j'ai pu faire avec des techniciens de l'intercommunalité et le délégué Hicham, ici, qui est le délégué à la commission des déchets et valorisation. Donc, cette caractérisation, je l'ai faite dans les 14 communes et les résultats sont à peu près identiques. C'est-à-dire que je suis partie sur la base d'un échantillon de 25 kilos, et sur cet échantillon, donc de nouveau, j'ai recaractérisé ce qui
étaient dans les ordures, dans ce qu'on appelle les sacs gris, les ordures ménagères. Après avoir retrié ce sac, globalement, alors ça va en fonction des communes, entre 9 et 14, mais la moyenne, on a dégagé 12% simplement d'ordures ménagères qui avaient vraiment sa place dans les sacs gris. Le reste aurait dû être orienté soit vers des filières dédiées, c'est-à-dire des vêtements, par exemple, quand on retrouve des chaussures dans les sacs gris, ou vers ce qui est destiné plutôt au compost ou aux poules, c'est-à-dire la partie qui est liée aux déchets. Et ça, c'est souvent un quart de ce que l'on retrouve dans les sacs gris. Et puis, on retrouve bien sûr encore des bouteilles de verre, des boîtes de conserve, etc., qui devraient aller dans les bacs jaunes. Si on valorise ces sacs, il faut savoir que ce qui coûte le plus cher, c'est sûr, c'est l'enfouissement. Il faut absolument éviter l'enfouissement parce que, en premier, ça crée des nuisances par rapport à notre planète. Et à Donzère, comme au Grange-Montarde, on est quand même situé très proche des centres d'enfouissement et on en connaît les conséquences. On en connaît et on en sent les conséquences, notamment, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent proche du centre de Suez, mais ces derniers temps, c'est assez terrible. Pour la COVID, je pense qu'ils maîtrisent mieux techniquement les conséquences, et c'est peut-être un petit peu plus loin de nos habitations, mais de toute façon, au niveau de la planète, c'est quand même ce qui est à éviter. Donc c'est pour cette raison qu'il faut éviter l'enfouissement. Donc l'État utilise un des outils qu'il sait utiliser, c'est-à-dire l'outil fiscal, pour nous obliger à réorienter nos ordures ménagères autrement, et notamment par ce qu'on appelle la TGAP, qui augmente terriblement et qui va augmenter jusqu'à 65 € la tonne, ce qui donc doit orienter nos bonnes pratiques. Pardon. Alors maintenant, un rapport sur les déchetteries. Donc ici, j'ai essayé de vous visualiser la répartition de ce que l'on met en déchetterie. Au niveau de l'intercommunalité, nous avons 4 déchetteries. Pour ce qui concerne Donzère, comme les Granges-Montardes, on est particulièrement utilisateur de la déchetterie de Donzère, mais pas seulement, notamment le dimanche. Alors ça, je le sais grâce aux cartes que vous présentez en arrivant à la déchetterie, puisqu'il y a des codes barres, ce qui nous permet d'avoir des statistiques sur qui va en déchetterie. Ce qu'on remarque, c'est que en déchetterie, ce qui est le plus déposé, ce sont ce qu'on appelle les déchets verts, les végétaux, puisque ça représente 32% du tonnage de ce que l'on met en déchetterie. En deuxième, ce que l'on retrouve le plus, c'est ce qui est visualisé en bleu ici, c'est 26%, c'est ce qui correspond au gravat. Puis 19% en bleu un peu plus foncé, c'est l'encombrant. Et c'est là où il faut absolument agir, c'est que l'encombrant, c'est ce qui va à l'enfouissement. Donc c'est le même prix au niveau du tonnage que ce qui est dans nos sacs gris. Or, quand je fais le tour des déchetteries et que je regarde cette benne encombrant que vous connaissez tous, je m'aperçois qu'il y a des déchets que l'on dépose dans cette benne encombrante qui n'ont strictement rien à y faire. Donc pour ça, il faut améliorer peut-être l'accueil, améliorer la ressource humaine et l'éducation aussi, pour que l'on sache bien ce que l'on met dans telle benne, et aussi améliorer les outils que l'on a dans la déchetterie. Alors il est vrai qu'à Donzère, on a une déchetterie qui est petite et qui ne facilite pas le tri. Et notamment, mon problème à Donzère, c'est que je n'arrive pas à mettre toutes les bennes qu'on devrait mettre. Et
notamment, j'arrive pas à collecter tout ce qui pourrait être destiné à des ressourceries. Dans la diapositive suivante, ce sont les statistiques de savoir qui va où. Donc ça, on peut passer si tu veux. Voilà. Donc ce qui laisse apparaître ici que au niveau des utilisateurs de Donzère, en grande partie c'est la déchetterie de Donzère bien sûr, mais un petit peu aussi Saint-Paul-Trois-Châteaux pour plusieurs raisons. D'abord pour les végétaux, parce qu'il apparaît que c'est plus pratique d'avoir une déchetterie à plat pour ce qui est des végétaux, et également par rapport à l'amplitude horaire et des jours, puisque la déchetterie de Saint-Paul est ouverte le dimanche. Donc là, je vous ai mis quelques diapositives, quelques photos que j'ai pu faire dans d'autres déchetteries, et ce que j'aimerais pouvoir faire aussi plus proche de nous. Par exemple, vous voyez ici une collecte des tuyaux PVC, et ça, c'est très valorisable, qui peut rapporter aussi de l'argent et donc baisser pour nous nos coûts. Hop là, c'est celle d'avant, et c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre en place à Donzère parce que je manque de place. C'est la même chose pour les pneus. Pour les pneus, j'ai pas assez de place pour pouvoir bien collecter ce type de déchets. Donc vous voyez ici par exemple, pas très loin d'ici, j'ai pu faire une photo dans des déchetteries. Donc vous voyez l'espace que ça peut prendre, on est loin de la déchetterie de Donzère. Vous avez en bas à gauche la collecte de l'amiante. On a suspendu la collecte de l'amiante depuis 2 ans maintenant pour des raisons de santé. C'est l'inspection du travail qui nous a demandé d'interrompre à l'heure actuelle cette collecte et de pouvoir la prévoir autrement. Il faudrait pouvoir obtenir une place suffisante pour pouvoir déposer et sécuriser ces dépôts d'amiante. Je travaille à l'heure actuelle sur la possibilité de prévoir une collecte dans la clave des Papes à Valréas. Bon, ça ferait peut-être ça ferait un peu loin, mais ça éviterait certains dépôts sauvages que l'on peut avoir. Par exemple, là, je viens de faire retirer la semaine dernière un dépôt d'amiante assez important entre nos deux villes, entre Les Granges et Donzère, sous le TGV. Donc, vous voyez aussi ce qui est intéressant quand on a de la place dans la déchetterie, c'est d'avoir une ressourcerie. Par exemple, ici, dans cette déchetterie, il y a une ressourcerie importante de ski. Bon, c'est plus vers la montagne. Bon, on peut mettre des ressourceries de vélo, de jouets, etc. Par exemple, dans l'enclave des Papes à Valréas, il y a une ressourcerie pour les jouets qui est intégrée à la déchetterie. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Donc actuellement, on étudie, puisque Donzère, c'est un petit peu particulier, la déchetterie de Donzère, puisque des 4 déchetteries que l'on a sur l'intercommunalité, c'est une déchetterie privée. Donc se pose chaque fois la question par rapport au renouvellement du contrat. On a visité d'autres déchetteries, notamment ici vous avez une déchetterie où tout est complètement à plat. Tu peux aller sur la suivante. Et vous avez notamment un autre fonctionnement pour tout ce qui est dépôt, notamment ici, vous voyez, tout ce qui est mobilier, où ça se bascule dans la benne. À Donzère, on a aussi un certain nombre de difficultés pour récupérer toutes les huiles, ce type de déchets, puisque toujours le même problème, on manque de place.
D'autres données par rapport à l'activité du pôle déchets, on a distribué 214 composteurs individuels. On a collecté les sapins, ce qui représente un peu plus de 8 tonnes de sapins. Donc c'est une opération qui sera renouvelée à Donzère. Et on a eu également des activités dans les classes, puisque c'est ce que je disais en début de présentation. Je reste persuadée, et tous les membres de la commission déchets aussi, qu'il faut agir dans nos classes pour pouvoir adapter les comportements vertueux. Financièrement, maintenant, le budget déchets pour le fonctionnement en 2020, c'est presque 6 millions d'euros. Et pour l'investissement, c'est 300 000 euros, sachant que il y a eu peu d'investissements en 2020, puisqu'il y a eu un changement de gouvernance en milieu d'année suite aux élections et que beaucoup d'investissements n'ont pas pu être faits. Alors pour le fonctionnement, ces 6 millions d'euros se répartissent essentiellement dans le coût des déchetteries. C'est la gestion des déchetteries qui revient le plus cher, à peu près 1 400 000. Puis les frais de collecte, 1 200 000. Puis les frais de traitement, 1 million. Donc, en attendant le rapport d'activité 2021, on a commencé à mettre en place des composteurs partagés. À Donzère, ça va être mis en place très prochainement. Et donc, il y a un travail d'accompagnement qui est fait par rapport à la gestion de ces composteurs partagés. Il y a aussi une amélioration qui est faite par rapport aux containers, aux points de containers, où l'intercommunalité a investi dans un certain nombre de points d'apport volontaires. Bon, ici, en bas à gauche, c'est la ville de Solernay. Alors, à Donzère, nous avons installé avec la commune de Donzère un certain nombre de points d'apport volontaires aussi. Il y a ici, c'est près de l'EHPAD, c'est ça? Ouais. Et il y a le château de Donzère aussi. Voilà. C'était les trois. Oui. Les 3 sites, en fait, on a installé plus devant la gendarmerie. Alors, vous remarquerez que ces containers sont équipés, sont déjà pré-équipés pour la taxe incitative. Puisque, je ne sais pas si vous pouvez remonter juste la démo, vous voyez que sur le container, il y a une petite plaque pour pouvoir déposer le badge et pour pouvoir déclencher l'ouverture à la lecture du badge. Voilà. Donc, pour l'instant, la taxe incitative n'est pas mise en place et les équipements ne sont pas finalisés, mais il y a un pré-équipement qui permettra de le faire. Ici, la présentation suivante, c'est la réalisation de la rénovation de la déchetterie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où tout a été refait au niveau du revêtement et a été agrandi, avec notamment la partie végétaux, qui est une plateforme qui est très utilisée par de nombreux habitants de notre intercommunalité. Nous avons eu la livraison cette semaine aussi de nouveaux containers pour les festivités. Donc j'ai passé commande de 10 containers de chaque nature qui seront déposés dans chaque commune au moment des festivités et qui permettront de faire du tri. Par exemple, vous, le mercredi soir, je ne sais pas si quand vous renouvellerez les trucks du vendredi, par exemple, ou pendant les marchés de Noël, c'est l'intercommunalité qui déposera, donc ça c'est à peu près la grandeur d'un homme, hein, ces différents types de containers, et qui permettent de collecter à part les verres, les canettes et tout ce qui est cartonnette. Nous avons investi également dans ce qu'on appelle des colonnes pour recevoir le tri, qui seront customisées aux couleurs de l'intercommunalité et de la ville, si nécessaire, avec des points de communication. Très rapidement maintenant, pour ce qui concerne le CIP, donc les syndicats de Fort-de-Provence,
Les syndicats de Port-de-Provence, eux, s'occupent de tout ce qui est traitement. Il y a eu dans l'évolution pour 2020 déjà une évolution par rapport au territoire, puisque le CIP s'est agrandi. Le CIP, c'est plus de 200 000 habitants et c'est 171 communes. Ont intégré le syndicat des Portes de Provence, le territoire de Dieulefit-Bourdeaux. Il y a eu renouvellement aussi des instances et d'actions diverses comme vous avez ici. Donc les actions de distributeurs de composteurs, puisqu'il y a eu presque 1000 composteurs individuels qui ont été distribués au prix de 20 € alors qu'ils sont achetés 60 €. Vous avez également les livraisons 2 fois par an de compost dans les déchetteries où les personnes peuvent, alors on fait une communication à ce moment-là et les personnes avec leur remorque peuvent venir chercher les composts. Et puis des jeux de société qui ont été diffusés dans les communes, plus particulièrement vers les écoles ou les clubs, pour pouvoir s'approprier les bons comportements sous une forme ludique. 2 gros projets importants pour le CIP, des projets qui ont un impact financier important, c'est le centre de valorisation Ciproval qui va être installé à Malataverne. C'est un investissement de plus de 40 millions et qui a pour objectif de récupérer tout ce qui est ordures ménagères afin de nouveau de retrier pour pouvoir limiter au maximum l'enfouissement. Et puis le deuxième projet, Métripolis, qui est installé à Bourg-les-Valences et qui sera notre centre de tri. À l'heure actuelle, nous allons déposer tout ce qui est traitement à Nîmes chez Paprec et par un regroupement de tout ce qui est Drôme-Ardèche, ça se fera à Port-les-Valences. Au niveau des actions qui ont été menées par le CIP, dans les déchetteries, ils nous ont mis à disposition des ambassadeurs de tri pour faciliter le travail d'accueil des agents de déchetterie et pour essayer de mieux orienter les usagers pour limiter les dépôts dans ces fameuses bennes encombrants. La benne écomobilier aussi qui a été étendue puisque la benne écomobilier nous rapporte de l'argent. Tout ce que vous mettez, matelas, chaises, etc., c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Plusieurs actions également au niveau des extensions de consignes de tri pour faciliter les gestes de tri et notamment pour accepter, par exemple, les pots de yaourt sales et pour accepter dans une même benne ce qu'on appelle les corps creux et les corps plats, c'est-à-dire les cartons qu'on puisse collecter en même temps que les canettes. Et puis le problème de l'amiante qui reste un sujet que le CIP prend aussi à bras-le-corps de façon à, dès l'année 2022, trouver des solutions pour la collecte des particuliers. Alors, quelques indicateurs financiers rapides. Donc ici, le tonnage. Donc le tonnage, c'est un peu plus de 130 tonnes qui sont collectées par le CIP, essentiellement destinées aussi en déchetterie, presque 60 000 tonnes, puis les ordures ménagères, 54 000 tonnes. Sur l'ensemble de ce qui est collecté et traité par le CIP, 70% est recyclé. Le CIP n'a pas pu mener des actions de sensibilisation du fait du Covid. En revanche, le CIP a mené beaucoup de communication vers les déchetteries et vers les usagers avec un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition, notamment les flyers qui ont été distribués. Et puis, plusieurs formations qui ont été mises en place, des formations notamment pour le biodéchet et les formations de maîtres composteurs.
Ce que je voulais mettre simplement en valeur là, c'est quand on regarde le détail des ratios en fonction des différentes intercommunalités, on s'aperçoit que le kilo par habitant dans l'intercommunalité la plus vertueuse, c'est Dieulefit-Bourdeaux, qui a au niveau de la collecte, par exemple, des journaux magazines, on a 60 kilos par habitant, alors que Montélimar-Aglo, par exemple, en est à 38. Donc on peut penser que la taxe incitative a un impact très important sur le geste de tri, puisque Dieulefit-Bourdeaux, depuis maintenant presque 2 années, a mis en place cette taxe incitative. Là, le bilan des tonnages aussi, où je mets en avant l'écomobilier, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Vas-y. J'essaie de faire un peu court parce que je sais que vous avez d'autres sujets. Donc là, ce qui était intéressant à mettre en valeur, c'est le fait que on a pu quand même, il y a 10 ans en arrière, sur l'ensemble du CIP, on était à 314 kilos par habitant et aujourd'hui on en est à 263 kilos par habitant. Donc il faut rester optimiste avec une diminution de ces collectes d'ordures ménagères que l'on peut constater sur notre territoire. Au niveau du coût du traitement, ce que l'on met en avant ici, c'est les coûts qui augmentent, puisque là, vous avez le coût du tonnage qui atteint maintenant 100,93 €, sachant que la TGAP ici, elle est à 25 € et qu'elle va passer à 65 €. Vous voyez l'augmentation du prix du tonnage que ça peut faire. Voilà, je pense que là, c'est bon parce que c'est le spontané. J'ai essayé de synthétiser, certainement que vous avez des questions. Eric? Oui. Merci Hélène pour cette présentation. Ça justifie, il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est que tout déchet qui n'est pas créé, c'est le meilleur déchet. Il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de traitement. Et quand on voit l'évolution de la TGAP, voilà, il faut vraiment travailler sur le déchet à la source pour espérer que nos coûts n'augmentent pas trop, parce que dans un calcul rapide qu'on avait fait avec Hélène et Hicham, pour arriver à compenser le surcoût du fait de la TGAP, il faudrait que nous dépensions 100 kilos de moins par habitant. Ce qui est possible parce qu'on voit que Saint-Paul l'a réalisé, hein, quand on regarde le nombre de kilos par habitant. Mais on a un énorme gap, donc il faut qu'on continue à y bosser. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît. Merci pour ce rapport, Hélène. Merci. Quelques questions. J'ai envie de revenir sur 3 points que tu as évoqués et qui ont été l'ébauche de discussion en interne à la CCDSP. Tu as parlé de taxes incitatives, donc tous les auditeurs de cette salle sont intéressés évidemment. Est-ce que tu pourrais nous dire plus simplement dans quelle prospective sur ce mandat on va mettre en place la taxe incitative? Ça, c'est la première question. Je vais te donner les 3 parce que c'est pas plus simple. Tu as parlé de sous-dimensionnement de la déchetterie de Donzère. En tant que vice-présidente chargée des déchets ménagers à la CCDSP, est-ce que tu penses nécessairement que l'on doit aller sur la construction d'une nouvelle déchetterie à Donzère, ou est-ce que sur le site in situ actuel, on peut éventuellement agrandir ce site pour répondre aux besoins de la commune? Et puis, une dernière remarque qui ressort souvent lorsqu'on est à Donzère, c'est que l'éloignement des conteneurs semi-enterrés et qui remplacent les patrouillants, en fait, c'est un mécanisme humain, mais n'incite pas les gens à trier plus facilement. Et donc, c'est un frein, certainement,
pour diverses raisons, mais c'est un frein à ce tri sélectif qui est nécessaire tant au niveau financier qu'environnemental. Voilà. Merci Hélène. Alors, je vais commencer par la réponse à la dernière question par rapport à l'éloignement. J'ai pensé ça au départ aussi, puisque pour la commune des Granges-Montardes, où tout est en bac semi-enterré, c'était encore plus net qu'à Donzère, puisque vous avez certains habitants des Granges-Montardes qui font 1 kilomètre pour aller au bac semi-enterré, au conteneur semi-enterré. Quand ça a été mis en place, individuellement, j'étais persuadée que c'était pas possible, etc. Aujourd'hui, si j'interroge, puisque certaines communes ont souhaité revenir même au porte-à-porte pour certains types de déchets, si j'interroge mes administrés, ils veulent plus. Ils veulent plus parce qu'ils veulent plus qu'il y ait les poubelles devant qui traînent, qu'avec le vent, ça vole dans tous les sens, que les chiens qui passent renversent et on retrouve tous les déchets éparpillés un peu partout. Donc, je pars du principe qu'on sait rentrer nos déchets, puisqu'on va tous en course et on va en course, on fait parfois des kilomètres pour aller faire les courses. Donc, pour les déchets, c'est la même chose. En partant, on peut les déposer. Sauf que c'est vrai qu'il faut se réapproprier d'autres comportements qui ne sont pas toujours faciles à faire, hein, parce que on reste dans une routine et dans des gestes habituels. Mais bon, je vois par rapport aux granges ou à d'autres villes où c'est à 100% conteneur semi-enterré, à partir du moment où l'outil il est propre, parce qu'il y a ça aussi, ça en réalité c'est un problème plus important que la distance. C'est quand on a une colonne même très proche de chez soi, mais qui est sale, ou mal adaptée. Alors, mal adaptée, là, je ne suis pas d'accord de dire c'est parce que le trou, il est trop petit. Parce qu'à partir du moment où on va mettre des très grosses entrées, je suis sûre d'y retrouver des tuyaux, d'y retrouver n'importe quoi. Mais si le trou, si l'utilisation, elle est adaptée, ça fonctionne. Donc ça, c'était pour la question de l'éloignement. Pour ce qui concerne la question à la taxe incitative, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien cadrer et bien borner. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On a des expériences dans certains territoires, pour ne pas les citer à Vallon-Pont d'Arc, où ça s'est mal passé. Parce que ça a été mal accompagné. Il faut prendre le temps, et c'est pour cette raison que je ne suis pas une fan des bureaux d'études, mais on se fait accompagner par un bureau d'études pour bien réfléchir sur le type de taxe incitative qu'il faut faire et comment la mettre en place. Mais ça sera fait, de toute façon c'est obligatoire, ça sera fait dans la mandature. Et ça permettra aussi de stopper ce discours que j'entends tous les jours, de dire « mais moi j'en ai marre de trier parce que moi je fais des efforts et ma tome elle continue d'augmenter ». Je ne suis pas certaine, franchement, je ne peux pas avoir ce discours de dire qu'avec la taxe incitative, on paiera moins d'impôts, mais en tout cas on limitera les hausses. Voilà. Pour ce qui est maintenant des déchetteries, donc on a 4 déchetteries sur le territoire. Celle de Donzère, c'est compliqué parce que c'est privé. Donc, quand on veut faire des investissements, du type de l'investissement qu'on a fait à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ou qu'on a fait aussi à Suze-la-Rousse, notamment pour faciliter la collecte des végétaux, c'est à partir du moment où c'est privé, on ne peut pas investir comme on veut. Donc, c'est à réfléchir, mais pareil, il faut commencer par faire un diagnostic et se faire accompagner pour pouvoir repérer qui va où. Alors donc ça maintenant, on arrive à le savoir grâce aux cartes, mais aussi on a besoin de quoi. On a besoin de quoi et essayer aussi de pouvoir voir un peu par rapport à l'avenir, les ressourceries par exemple. Et notamment, là, on est dans le cadre du syndicat des Portes de Provence en train de faire un investissement assez important pour accompagner une association qui s'appelle Envie, qui va collecter sur le territoire
tous nos électroménagers et qui va créer des emplois d'insertion pour réparer cet électroménager. Comment se situe, est-ce que c'est dans ces déchetteries, on doit aussi intégrer ces collectes? Essayez aussi de prévoir suffisamment de bennes et quel type de bennes il va falloir intégrer. Et sous quelle forme? Est-ce qu'il faut les mettre, comme c'est à Donzère, où on a ce qu'on appelle des hauts de quai et des bas de quai, ou est-ce qu'il est préférable, comme on a pu le voir dans d'autres territoires, de mettre tout à plat? Donc faciliter aussi l'accueil de tous ces usagers, et plus on facilitera l'accueil des usagers, et meilleure sera la collecte. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. Concernant, vous savez, les composteurs partagés, pourquoi vous ne faites pas une gratuité de ces composteurs? Parce qu'on voit qu'à Donzère, sur 2020, il n'y en a que 14, sur Marataverne, qui est une commune même, de 37. Je me demande pourquoi on n'a pas, du moins les habitants n'ont pas une gratuité sur. Les composteurs partagés sont gratuits, sont donnés gratuitement aux communes. Alors, les composteurs partagés, c'est une confondue avec les composteurs individuels. Oui, c'est pour ça qu'il y a marqué l'euro partagé. Oui, alors c'est deux c'est- dispositifs voilà. complètement différents. Donc on a, voilà, pardon, excuse-moi. Donc on a équipé sur le budget, là j'ai acheté donc 14 composteurs partagés, plus le syndicat des ports de France m'en a donné 2. Donc j'ai 16 composteurs partagés qu'il faut installer et qu'il faut accompagner, puisqu'il y a l'utilisation de ce composteur qui nécessite un peu de technicité. Chaque composteur a une valeur de 1 000 € et ils sont donnés aux communes. En revanche, pour tout ce qui est composteur individuel en bois, tels qu'ils étaient fournis, alors là, c'est pas l'Interco, c'est le CIP. Donc, il y avait, alors, la question, elle s'est posée, de savoir est-ce qu'on les donnait, est-ce qu'on les faisait payer et où on place le curseur. Alors, aujourd'hui, s'il faut les acheter, les composteurs qui étaient distribués ont une valeur de 110 € avec l'inflation sur le bois. On s'est aperçu que quand on les donnait ou on les mettait à un prix trop bas, il y avait malheureusement un marché parallèle qui se créait où les gens les récupéraient et les revendaient. Voilà la raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, on va se remercie et surtout n'hésitez pas à m'interpeller. Donc le pôle déchets revalorisation est installé maintenant à Pierrelatte près de la gare. C'est la route de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc n'hésitez pas à y venir et à m'interpeller au sujet concernant les ordures ménagères. Bonne soirée à vous et bons conseils. Merci beaucoup Hélène. Et je profite aussi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour ton investissement sur ce sujet qui est délicat. Je vous propose, comme on est au niveau de l'Interco, de passer sur le point rapport d'activité de la communauté de communes. Et après, on répondra à dérouler Laval. Oui. J'ai juste une question pour ma culture personnelle. Il y a un quorum au minimum pour le conseil municipal. Est-ce qu'on va être le nombre minimum? Quel est le nombre minimum? Le quorum, il est revenu selon la crise sanitaire, c'est-à-dire à un tiers. Un tiers, pardon. Donc, rapport de la communauté de communes que vous avez dû balayer. Donc, vous savez qu'on est sur un territoire composé de 14 communes et qui représente 43 000 habitants. Merci. 43 000 habitants, à peu près 43 590 à fin 2020. Donc en 2020, il y a eu une nouvelle gouvernance suite aux élections municipales. Le conseil communautaire est composé de 47 élus. Il y a un bureau des maires qui se réunit avant chaque conseil communautaire et donc qui est composé des 14 maires, et un exécutif qui est composé des 6 vice-présidents et des 4 délégués. 8 commissions se réunissent plus ou moins régulièrement en fonction des ordres du jour.
la commission finance, la commission aménagement du territoire, une commission développement économique, agriculture, tourisme, une autre concernant les déchets ménagers, une commission environnement, et une commission mutualisation et une commission appel d'offres et une dernière prospective. Donc nous avons des élus qui représentent la commune de Donzère dans l'ensemble de ces commissions et tous les comptes rendus de commission sont envoyés à l'ensemble des conseillers communautaires. Heureusement, nous sommes accompagnés dans cette intercommunalité de services, mais dans une équipe qui est assez réduite. On a 23 agents qui composent la communauté de communes, ce qui correspond aussi aux compétences qui sont relativement réduites dans cette interco. Et donc, un petit focus sur les compétences. On a une compétence majeure qui est le développement économique, avec un soutien aux partenaires et aux entreprises, en particulier face à la crise, donc avec un fonds région où l'Interco a abondé de 86 000 €, et puis l'aide à l'immobilier d'entreprise. Pendant cette année 2020, les élus ont travaillé pour définir la stratégie du développement économique. Elle a été en cours de travail sur l'année, elle avait commencé en 2019 et les élus se sont réappropriés les éléments en 2020. Le tourisme fait partie d'une des compétences qui est aussi importante auprès de l'Interco, au sein de l'Interco. Un autre gros bloc qui est l'aménagement du territoire. Donc une grosse partie de l'aménagement du territoire concerne l'élaboration du schéma de cohérence territoriale Rhône-Provence-Baronnie qui est en cours de réalisation. On est à l'état diagnostic sur cette partie-là et le SCOT sera certainement approuvé en 2026. Un des enjeux également aussi importants, c'est le déploiement de la fibre optique. Et pour Donzère, donc les études ont commencé en fin d'année et on pourra avoir normalement la fibre, on va dire fin 2023. Je me tourne vers Christophe qui suit ça de près pour la commune de Donzère. Et si tout se passe bien, fin 2023, tout début 2024, on devrait avoir une grosse partie de la commune qui est raccordée. L'aménagement du territoire s'occupe aussi de l'élaboration du plan climat air énergie territoriale pour essayer donc de mettre en place des actions qui permettent de diminuer notre impact carbone sur le territoire. On a notre bloc de compétences qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est sur la partie déchets ménagers, je ne vais pas y revenir, et puis après sur la partie environnement, où ça concerne principalement le service public d'assainissement non collectif, dont on parlera un peu plus tard sur le rapport d'activité du SPANC, et puis de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et on est concerné à double titre par rapport à la BER et le Rhône sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc, nous avions prévu pour faire un PowerPoint, mais on a eu un petit souci technique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport? Donc là, on est bien sur l'année 2020. Non, juste une remarque quand même à l'intention de tout le monde. Vous avez reçu donc le cabinet ENES en mairie mercredi 8 décembre. Alors le cabinet ENES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cabinet qui accompagne donc la CCDSP dans une prospective financière et fiscale. Il a été reçu en conférence des maires et donc c'est terriblement important bien sûr pour l'évolution de la fiscalité donc, au cours du mandat. Vous avez reçu ce cabinet mercredi 8 décembre en mairie. Bon, j'imagine que Richard Marco, Marie Galéo et Louise Mancer y étaient, mais il est dommage que vous n'ayez pas convié M. Scotto et moi-même. Bon, c'était juste une remarque. Alors, c'était pas une présentation du pacte financier et fiscal, parce que ça va être ouvert à l'ensemble des conseillers communautaires. Non. Voilà. Donc là, c'était plus simplement par rapport aux équilibres de la commune. Donc, c'était ouvert avec les personnes qui sont en charge des finances de la collectivité sur cette réunion-là. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de voir tous les échanges à la suite des réunions qui vont avoir lieu. Réunion d'échange qui a lieu dans toutes les communes avec les responsables des finances à chaque fois.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on passe au point numéro 1, qui est le point numéro 3 ou 4, présenté par Alain Lipaola. Il s'agit du renouvellement du marché d'assurance qui couvre les biens de la commune. Actuellement, le marché est lié à la SMAC. Il se termine le 31 décembre. Par conséquent, afin d'assurer les biens de la commune à compter du 1er janvier 2022, une procédure d'appel d'offres a été lancée. Cet appel d'offres a été scindé en 3 lots. Un lot dommages aux biens, un lot responsabilité civile et un lot véhicule. Pour le dommage aux biens, 3 offres ont été reçues. Sur la responsabilité civile, 2 offres reçues. Sur le véhicule, 2 offres reçues. L'analyse de ces offres a été effectuée par le cabinet ALFC, qui est un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et à partir de cette analyse, la commission d'appel d'offres a décidé à l'unanimité de suivre les préconisations de ce cabinet et d'attribuer pour les 4 ans à venir les marchés d'assurance comme suit. Pour les dommages aux biens, la SMAC, avec une cotisation annuelle de 33 550,09 € TTC. Pour le parc automobile, à nouveau la SMAC, pour une somme de 11 042,22 € TTC. En ce qui concerne le 3e lot, responsabilité civile, c'est le cabinet d'assurance Pilio qui a eu le marché. Pour une cotisation annuelle de 3 161,54 € TTC. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les marchés et toutes les pièces afférentes à ce dossier et engager les crédits nécessaires. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Je vous continue le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 3, concernant la fourrière automobile, délégation de service public. Attends, Serge, on va te donner un micro. Merci bien. Bien, bonjour. Bien, depuis sa création, le service de fourrière pour l'enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier ou en état d'abandon sur la voie publique est exercé par l'État, donc par la gendarmerie, sur réquisition de la police municipale. Il s'agit d'un service public obligatoire pour une collectivité. La charge d'activité des services de gendarmerie ne leur permettant plus de rendre ce service à la commune, il est nécessaire de se prononcer sur le mode de gestion qui sera appliqué à ce service public, afin d'en assurer la continuité. Au regard de la nature de ce service, qui prévoit que le prestataire se rémunère sur le résultat de l'exploitation du service, il est proposé de gérer ce service sous forme de délégation de service public. Le comité technique a émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la délégation de service public pour la fourrière automobile. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions? Pardon. Est-ce qu'on a estimé le nombre de véhicules que vous concernez? Il n'y en a pas beaucoup. Il y aura besoin de faire un tour sur la commune parce que comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas de service, il y aura une fournée entre guillemets un peu plus importante, mais sincèrement, si on reste sur une dizaine de véhicules, c'est le maximum. Et après, je pense que ça sera 2-3 par an, ça reste anecdotique, mais il faut qu'on ait ce service, parce que sinon, on ne peut pas faire bouger les véhicules actuellement quand il y a des besoins de sécurité ou autre chose. Il y aura des coûts en face, et potentiellement, c'est la première chose, ça sera des coûts qui sont récupérés sur le propriétaire. Voilà. Oui. C'est bon?
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 4, Serge, toujours, concernant la modification du tableau des effectifs. Donc, lors du dernier conseil municipal a été proposée la création de 2 postes d'adjoints techniques principal de deuxième classe afin de permettre l'avancement de grade de 2 agents. L'avis du comité technique concernant la suppression des 2 postes relatifs à l'ancien grade d'adjoint technique ayant été obtenu, la suppression de ces 2 postes peut intervenir. Il est par ailleurs proposé la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, titulaire à temps complet sur des fonctions d'agent d'accueil. Cet agent a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Il n'a pas été remplacé. Le conseil municipal est donc invité à supprimer 2 postes à temps complet d'adjoint technique, de supprimer un poste à temps complet d'adjoint administratif principal de deuxième classe, et donc de remettre à jour le tableau des effectifs. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tableau des effectifs? Donc on le met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanime. Vous vous abstenez? Ok. Combien d'abstentions? 6, 7. 7 abstentions. Donc point numéro 5, participation à la protection sociale complémentaire. Bien, la municipalité a souhaité engager, la municipalité a souhaité engager la commune dans une démarche d'accompagnement social de ses agents à l'occasion de la mise en application effective des 1607 heures dans la collectivité pour laquelle le conseil municipal a délibéré le 28 juin dernier. Donc les 3 prochaines délibérations sont donc proposées en ce sens. La première a pour objet de financer la garantie individuelle de chaque agent pour le maintien de son salaire lors du passage à demi-traitement en cas de maladie ordinaire au-delà de 90 jours sur une année glissante. Le financement interviendra à hauteur de 100% du montant de la cotisation de l'agent dans une limite de 25 € par mois. Désolé, j'ai un peu levé sur les lunettes. La deuxième délibération a pour objet de participer au financement de la mutuelle santé en devançant l'obligation qui sera faite aux collectivités à compter de 2026 en 4 années d'avance. Le montant proposé est de 15 € par mois en application du principe de parité avec la fonction publique d'État. Et enfin, la 3e délibération a pour objet d'abandonner la suppression du régime indemnitaire des agents dès le 31e jour d'arrêt et d'aligner le versement de l'indemnité sur le traitement de base, c'est-à-dire avec un basculement à 50% à partir du 91e jour d'absence sur une année glissante. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ces délibérations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut voter ces 3 délibérations en même temps? Vous souhaitez qu'on les sépare ou on peut les voter en même temps? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 8, merci Dominique. Concernant les bons cadeaux aux enfants du personnel communal et des pompiers, Serge. Oui. Donc, depuis plusieurs années, la commune attribue des bons cadeaux d'une valeur de 34 € pour les enfants du personnel communal et des pompiers volontaires dont 0 jusqu'à 14 ans. Le montant n'ayant pas été revu depuis plusieurs années, il est décidé de passer le montant à 35 € pour les enfants jusqu'à 10 ans dans l'année, parce que les enfants bénéficient également d'un bon de la CNAS d'une valeur de 30 €. Et 50 € pour les enfants de 11 ans à 14 ans. Il est donc proposé au conseil municipal de valider cette attribution. Merci. Avez-vous des questions? Donc, on se met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Convention unique avec le centre de gestion de la Drôme concernant la santé et la sécurité au travail. Serge, oui. La commune est actuellement signataire de plusieurs conventions avec le centre de gestion de la fonction publique de la Drôme. Celle-ci concerne la médecine du travail,
des missions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que le concours ponctuel d'une psychologue du travail. Afin de faciliter les démarches administratives, le centre de gestion a décidé de mettre en place une convention unique concernant ces missions. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer cette convention unique en remplacement des conventions précédentes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 10 sur la création d'un emploi en contrat aidé à Paola. Le manque de personnel qui sévit. Le manque de personnel qui sévit à l'heure actuelle au service technique pour les causes qu'on connaît, maladies, restrictions médicales, etc. Commençant à poser des problèmes. Nous avons décidé d'embaucher un contrat aidé pour venir en aide au personnel. Considérant que le parcours emploi compétence est prescrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, que ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales, que ce contrat s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, que l'autorisation de mise en œuvre du contrat d'accompagnement dans l'emploi est passée sous la responsabilité des prescripteurs agissant pour le compte de l'État, à savoir Pôle emploi, Cap emploi ou la mission locale. Si l'on considère que l'aide de l'État à hauteur de 65% de la rémunération correspondant au SMIC dans la limite de 26 heures hebdomadaires et l'exonération des charges patronales de sécurité sociale dans le cadre de la mise en œuvre d'un contrat unique, le conseil municipal est invité à décider de créer un emploi d'agent technique à compter du 1er 2022 dans le cadre de ce dispositif. Préciser que le contrat d'accompagnement dans l'emploi établi à cet effet sera d'une durée de 8 mois. Préciser que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Indiquer que sa rémunération brute sera fixée sur la base minimale du SMIC mensuel. Et autoriser Madame le maire, etc., etc. Alors, avant de voir s'il y a des questions, je voulais dire au revoir au conseil municipal enfants, aux enfants. Passez de bonnes vacances et bon courage pour ces 2 jours qui vous restent. À bientôt. Au revoir. Est-ce qu'il y a des questions sur le point numéro 10 sur la création d'un emploi en contrat aidé? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 11. Alain Paola sur la création d'un emploi non permanent pour faire face à la croissance temporaire d'activité. Alors, toujours dans le même cadre du monde personnel et en plus par rapport à cet accroissement d'activité qui sévit pendant les périodes actuelles. Le départ en retraite d'un agent pose un problème supplémentaire. Par conséquent, en attente de son remplacement, on propose de le garder sur un temps minimal. Le conseil municipal est invité à décider la création, à compter du 1er janvier 2022, de cet emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps non complet à hauteur de 21,75/35e, pour exercer les missions suivantes: agent polyvalent, voirie, réseau, etc. Dire que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum. Dire que la rémunération de cet agent sera calculée par référence à l'indice brut 354 du grade de recrutement correspondant au premier échelon du grade, et dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget. Pour plus de précision, il s'agit du départ en retraite de M. Cortési. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions
Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 12, subvention judo olympique dans 0 à Serge, s'il te plaît. Oui. Donc, sur le Code général des collectivités territoriales, considérant la demande de l'association Judo Olympique dans 0A, nouvelle association qui sollicite une subvention afin d'aider à financer le démarrage de ses activités. Considérant que cette action présente un réel intérêt au profit des jeunes donzérois entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, le conseil municipal est invité à accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Judo Olympique donzérois. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait, l'association du judo, est-ce que c'est l'ancienne association? C'est une nouvelle association. En fait, on a été surpris par le don de 1 000 € puisque vous aviez dit que toutes les nouvelles associations, c'était 150 € pour les aider à commencer la finance. Là, c'est 1 000 €. C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que l'ancienne association du judo, vous savez s'ils ont déposé leur compte, enfin, finalement, est-ce qu'il va rester de l'argent ou pas? Parce que je crois que la dotation du judo, c'est 10 000 € par l'année, un truc comme ça. Donc, alors pour l'instant, on n'est pas informé du tout sur le devenir de l'ancienne association. On ne sait pas non plus à l'heure actuelle quelle est sa trésorerie, sachant que je sais qu'il y avait un certain nombre de volontaires pour prendre ce club, et que bon, là, cette incertitude les a un petit peu refroidis. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments sur la question. Donc cette association est une nouvelle association. Voilà. Et la deuxième question, rappelez-moi. Pourquoi les 450 comme les autres? Oui, et parce que, donc effectivement, il y a, pour prendre un club dans ces conditions, avec les ressortiments du matériel, des disquettes disparus, on n'a pas eu de visibilité sur la construction de cette association. Par ailleurs, elle est très fédératrice. Beaucoup de jeunes sont intéressés par cette discipline. Donc on a jugé nécessaire, au regard du matériel qui était nécessaire pour lancer une association de ce type, d'augmenter un petit peu la subvention. D'ailleurs, c'était unanime. En sachant que les 150 € qui sont versés habituellement pour des créations d'associations, on est sur des associations où il n'y a pas de frais importants. Là, on a quand même des frais. On leur a demandé d'organiser l'association un budget prévisionnel sur cette fin d'année et on est parti que sur les dépenses qui étaient obligatoires, c'est-à-dire tout ce qui est cotisations en fédération nationale, les assurances, etc. Par rapport à ce qui était demandé, on est déjà en deçà parce qu'on est sur une fin d'année et qu'on veut retravailler avec eux plutôt sur la période 2022. Mais je trouve qu'il faut qu'on soit satisfait de la création de cette nouvelle association. On avait un équipement qui est complètement neuf et c'était quand même dommage que nos petits et nos grands, mais en priorité les petits, parce que ces 4 dames se sont réunies pour justement que les petits donzérois puissent avoir cette formation qui soit donnée sur Donzère et ne pas partir sur terrain comme Montélimar. Donc on leur tient notre chapeau et on peut que les accompagner dans cette action-là. Parce qu'elles s'investissent pour justement nos jeunes judokas. Donc c'est assez positif la création de cette association-là et on est assez contents. Voilà, on est d'accord, ça va avoir l'explication. Ce qui est regrettable, excusez-moi, c'est quand même d'avoir fait voter en 2020 une subvention pour le judo club et de n'avoir aujourd'hui il n'y a aucun compte rendu par rapport à cette association. Sur l'argent public. Cette association, c'est pas elle qui vient nous demander quoi que ce soit aujourd'hui. Demain, elle viendra nous demander, elle nous demandera ses comptes. Et puis, il y a d'autres instances qui leur demandent ses comptes. Donc, chacun sa responsabilité par rapport à cette association-là. En tout cas, aujourd'hui, nous, on ne traite qu'avec une association, c'est celle qui vient de se créer sur des bases qui sont saines, avec un intérêt pour les enfants et pour la pratique de ce sport. Tout le reste viendra attendre pour faire le point là-dessus. Merci de votre réponse. D'autres questions sur cette partie-là? Oui. La présidente, c'est Madame Souris.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 13. Acquisition du bâtiment et des parcelles cadastrées B398 et B808. Champ de Mars. Alain Dupamola, s'il vous plaît. Madame Arlette Vol est propriétaire d'un bien immobilier d'une superficie de 437 m², 6 place du Champ de Mars. Pour ne rien vous cacher, il s'agit du bâtiment qui comprend le bar PMU. Elle souhaite vendre ce bien. Cette propriété est composée d'un local commercial et d'un logement. L'acquisition de cette propriété située en plein cœur de ville présente un intérêt pour la commune dans le cadre du projet Centre-Ville et Village soutenu par le département. En conséquence, la commune a fait une offre d'achat au prix de 160 000 € TTC, offre qui a été acceptée. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées section B398 et B1808 d'une superficie totale de 437 m² pour le prix de 160 000 € TTC, la prise en charge de frais liés à l'acte et de domaine. Autoriser Madame le maire et l'adjoint délégué à l'urbanisme à signer l'acte notarié et engager les crédits nécessaires. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? La même question, je crois que c'était le conseil municipal précédent ou celui d'avant. Il y a une estimation des domaines qui a été faite. On les a sollicités, comme vous savez, quand c'est en dessous de 180 000 €, ils ne se positionnent pas. Donc, ils nous ont dit qu'ils ne se positionneraient pas par rapport à ça, à cette demande d'acquisition. J'estime que c'est en dessous de 180 000 alors. Oui, on peut partir de ce principe-là. Ouais. Et la deuxième chose, si vous avez un projet particulier sur Alors, non, le projet particulier, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours une activité commerciale. Et justement, la discussion sera engagée avec la gérante actuelle du côté PMU pour potentiellement pouvoir ouvrir l'autre côté qui donne Base-Bourgade. Pour avoir justement un maximum de vitrines qui se relancent sur notre cœur de ville. On se focalise principalement dans le cœur de ville, mais ça on aura l'occasion de le représenter une fois que l'étude complète sera faite par Village Humain. Mais on se focalise sur le Champ de Mars en dynamisation du cœur de ville et puis la partie Base-Bourgade. Donc il y a un double intérêt sur ce tellement-là avec ces deux parties qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres Une autre question, c'est-à-dire donc le PMU reste. Ah oui, bien sûr. Oui. Lui, il a son bail, je crois qu'il a la moitié du bail, donc ça reste. Ça reste comme aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de changement pour le locataire actuel. La partie qui a fait le jeu, puis l'autre côté, mais sur la date, alors ça, il faut qu'on enclenche une discussion avec. Tant que le conseil municipal n'était pas passé, on n'est pas allé auprès des locataires pour discuter de cette hypothèse-là. Après, on en discutera et potentiellement, si c'est ça, il y aura une petite quote-part de loyer qui leur sera pour... voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils ont la jouissance de tout. Mais l'idée, c'est de ne pas déséquilibrer la personne les locataires qui sont actuellement et qui offrent un service qui convient tout à fait. J'ai encore une question, une remarque. Vous avez acheté, la commune a acheté le garage qui sont D1 et longtemps, 170 000 €. À 160 000 € le PMU plus la maison d'un côté, la maison diocésaine 135 000 €. C'est près de presque 500 000 €, c'est beaucoup plus d'argent. Vous avez un dessin particulier acheter tous ces bâtiments, on dirait quand même beaucoup d'argent. En fait, chaque acquisition a bien un objectif particulier, c'est ce qu'on vous disait actuellement, sur la partie, pour rappeler au niveau budget, tout est présent. La partie garage et la partie Mistral étaient prévues dans le budget. Dans la dernière qu'on va vous proposer, la partie PMU rentre complètement dans le budget également. Sur la partie PMU, c'est clairement de conforter cette dynamisation du centre-ville en plein cœur de ville, parce qu'on sait bien que notre PMU, c'est la base de toute activité sur Champ de Mars.
Et puis après, pour les autres projets, on en verra sur leurs des points, mais pour Mistral, on vous dira dans 2 minutes. Et vous comprenez bien Mistral par rapport au projet du centre culturel que nous avons derrière. Donc, elle peut être, voilà, donc chaque projet a bien son objectif particulier et tout ça en cohérence globalement sur la commune. Oui, mais c'est 1 minute. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a peut-être un élément complémentaire à vous apporter, c'est qu'effectivement, c'est un bâtiment qui est producteur de revenus. Donc, l'équilibre se fait en termes de rentabilité, on est pile poil entre le loyer et l'acquisition, on est sur un équilibre qui est tout à fait correct. Voilà. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 7. À la majorité, merci. Point numéro 15. Concernant la signature de la convention territoriale globale avec la CAF, Karine Ménard. Comment? Oui, c'est la 14. Ah oui, pour moi. Donc, point 14, Alain Di Paola sur l'acquisition et la symbolique de parcelles cadastrées. Et lors de la constitution du permis d'aménager du lotissement Les Coteaux du Pin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chemin des Roches, des petites parcelles de terrain ont été exclues des lots afin de constituer le long du chemin des Roches un délaissé permettant l'élargissement du chemin et sécurisant la sortie de la promenade du Roumieux. Pour ce faire, l'acquisition des parcelles A 1157 et A 1771 est nécessaire. L'approbation du conseil municipal est requise pour approuver l'acquisition de ces parcelles d'une superficie totale de 41 mètres carrés moyennant l'euro symbolique, prendre en charge les frais d'acte liés à cette acquisition, autoriser Madame le maire. Y a-t-il des questions sur cette petite acquisition Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, Karine, signature de la convention territoriale globale avec la CAF, s'il te plaît. Donc, considérant que la ville de Gonzaire a un partenariat ancien avec la CAF dans la gestion de ses services en faveur des familles gonzairoises, qui s'est traduit par la signature de contrats successifs. Considérant que la ville de Gonzaire est engagée dans un développement qualitatif de ses projets dans la construction de nouveaux locaux pour les accueils de loisirs. Considérant que la ville de Gonzaire souhaite aujourd'hui faire perdurer les services existants dont elle est gestionnaire, en bénéficiant d'un soutien accru de la CAF, et ainsi être en mesure de poursuivre cette politique soutenue envers les familles gonzairoises. Considérant que la CAF a mis en place les conventions territoriales globales. Donc, petit rappel, la convention territoriale globale, c'est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en faveur des habitants d'un territoire, donc des familles gonzairoises. Donc, la ville de Gonzaire doit s'engager à dénoncer le contrat entre Asso Jeunesse à effet rétroactif au 1er janvier 2021 et doit adopter la convention territoriale globale à compter de cette même date. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention territoriale globale à l'échelle de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, le projet éducatif des accueils de loisirs. Considérant que l'éducation de l'enfant et du jeune s'effectue au sein de la famille et de son entourage social, et partant du principe qu'il n'existe pas de neutralité éducative, le respect à l'égard des jeunes et des habitants de notre ville nécessite que la collectivité définisse la finalité et les objectifs d'une action sociale éducative qui s'adresse à eux et qu'elle
qu'elle s'assure de leur mise en œuvre, considérant que le projet éducatif sert ainsi de base à l'élaboration et l'évaluation des projets pédagogiques des équipes d'animateurs de la ville de Donzère et de base de discussion pour les collaborations avec les établissements scolaires, les associations, les partenaires, les projets de loisirs et de vacances. Que ce projet est bâti à partir de nos actions et qu'il s'enrichira au travers du travail mené par tous les intervenants dans l'éducation des enfants et des jeunes, de l'évolution de leurs conditions de vie, de la reconnaissance de leur citoyenneté, de l'intervention des enfants ou des jeunes eux-mêmes. Considérant que ce document est un élément de référence pour les usagers et l'équipe concernant l'accueil périscolaire maternel et primaire et de l'accueil de loisirs 3-5 ans et 6-17 ans. Considérant que ce projet sera évolutif en fonction des parties prenantes, le conseil municipal est invité à approuver le projet éducatif du pôle enfance et autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On soumet au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Point numéro 17, règlement intérieur de l'accueil périscolaire élémentaire. Karine, toujours. Alors, attends, j'ai perdu la feuille. Voilà. Considérant donc que le règlement intérieur de l'accueil périscolaire élémentaire du pôle petit enfant doit être modifié afin de prendre en compte la nouvelle organisation des activités périscolaires proposées le soir envers les enfants de 0 avec un exemple d'atelier thématique, le conseil municipal est invité à approuver ce règlement intérieur, donc il est en pièce jointe, et autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer tous les documents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 17, 18 concernant le règlement intérieur du transport scolaire. Donc c'est le transport scolaire des enfants de l'école élémentaire, hein, pas le transport scolaire collège. Donc, considérant que la commune assure un service de transport scolaire vers les écoles communales, considérant que ce service ne dispose pas à ce jour d'un règlement intérieur, considérant qu'un tel règlement intérieur doit être mis en place afin d'encadrer de sécuriser le transport scolaire des enfants de 0 ans élémentaire, le conseil municipal est invité à approuver ce règlement et autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et puis dernier point pour Karine, contrat d'apprentissage des PGS, s'il te plaît. Donc, je ne vais pas vous dire le code général ni le code du travail, etc. Donc, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert sous condition à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus. Donc, les personnes reconnues handicapées ou qui envisagent de créer ou de reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme. Que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Le conseil municipal est invité à décider de recourir au contrat d'apprentissage et de conclure dès janvier 2022 un contrat d'apprentissage pour un agent d'animation au sein du pôle enfance pour la préparation du diplôme de PGEPS d'une durée de 18 mois et autoriser le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Aura, concernant le pôle petite enfance, le projet d'établissement, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Le projet d'établissement pour la petite enfance est un outil qui conforte le droit des usagers, définit les objectifs en matière de qualité de prestation et rend lisibles les modes d'organisation et de fonctionnement de les structures. Ce document est un élément de référence pour l'équipe et les usagers. Il doit être évolutif en fonction des parties prenantes. Le conseil municipal est invité à approuver le projet d'établissement du pôle petite enfance
et autoriser le maire à effectuer toute démarche. Merci Aura. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 23. 21. Oui, n'importe quoi. Règlement de fonctionnement relais petit enfant, s'il te plaît. Le relais d'assistante maternelle change de nom. Il est remplacé par relais petite enfance. Il convient de mettre à jour le règlement de fonctionnement qui en découle. Le conseil municipal est invité à approuver le règlement de fonctionnement du relais petite enfance et autoriser le maire à effectuer toute démarche. Merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions? Le changement de l'ordre de l'assistance maternelle aussi se fait sur le maternel, parce que je trouve que c'était beaucoup. Oui, en fait, ça s'applique sur les 4 communes. C'est au niveau national où il nous impose le changement de nom. En ce sens, c'est bien passé parce que ça nous fait changer toutes les signalétiques. Et pour le coup, ça fait pour les 4 communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc on le soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et donc le point 22. Règlement de fonctionnement du multi-accueil des petits Vita. Au revoir, s'il te plaît. Donc, les modifications qui doivent être apportées au règlement de fonctionnement du multi-accueil, les petits lutins, portent notamment sur l'ajustement de la capacité d'accueil à 17 places de 8h à 8h30, 24 places de 8h30 à 9h, 30 places de 9 à 17h et 16 places de 17 à 18h. Ainsi, ajoute un article 6 au chapitre 2 afin de préciser le taux d'encadrement. Donc, le rapport consacré est d'un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Le conseil municipal est invité à approuver le règlement de fonctionnement de multi-accueil les petits lutins et autoriser le maire à effectuer toute démarche. Merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas, donc on soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 23, Alain, acquisition de la parcelle cadastrée 776. Oui, Bertin. L'association diocésaine est propriétaire avenue Père de Coubertin d'une parcelle de 1360 m² comprenant un bâti de 605 m². Tout le monde connaît cet endroit sous l'appellation Le Mistral. Le diocèse souhaite vendre cette parcelle. L'acquisition de cette propriété contiguë à une propriété communale présente un intérêt évident pour la collectivité car elle permettra de développer, de diversifier l'offre de services proposée aux administrés. Par conséquent, après les négociations, la commune a fait une offre de rachat au prix de 135 000 €. Pour mémoire, je rappellerai que précédemment, l'ancienne municipalité avait fait une offre à 150 000 € qui n'a pas eu de réponse. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de la parcelle B776 d'une superficie de 1360 m² pour le prix de 135 000 €, prendre en charge des frais d'acte liés à cette acquisition et autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes. Merci, Monsieur Di Paola. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, vous avez commencé à répondre tout à l'heure. En fait, pareil, le but c'était de savoir ce que vous envisagez de faire sur ce lieu. Parce que si les premières sont bonnes, dans le rapport qui avait été fait, en fait, dans le projet qui avait été présenté quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'à l'époque, vous ne saviez pas s'ils allaient vendre ou pas. C'était bien en discussion quand même. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez juste nous représenter rapidement le projet général, du coup,
avec les emplacements Alors, le du centre de point, loisirs, du centre ouais. culturel. Sur les implantations des uns et des autres, ça ne change pas. Centre culturel est plutôt, on va dire, là où il y a le boulodrome, pour faire très très court. Et donc centre de loisirs, hein, boulodrome, et centre culturel sur cet emplacement en face de la piscine. Quand on a présenté l'étude CAE, on avait déjà, bien sûr, on était en négociation avec le diocèse. Comme ce n'était pas finalisé, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que d'avoir ce bâtiment-là, ça nous permet d'un aménagement beaucoup plus facilité. Et on avait parlé justement des dénivelés par rapport au terrain, etc. Donc ça facilitera fortement cette partie-là. Et ça va permettre en même temps de requalifier tout cet espace qui est au cœur de ville, avec un bâtiment aujourd'hui qui est complètement laissé à l'abandon, où on a potentiellement des squats. Donc l'opportunité est plus qu'importante. Et puis l'aménagement aussi certainement de parking supplémentaires. Alors là, on a lancé l'AMO pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le centre culturel et le centre de loisirs. Donc l'AMO va travailler sur ces deux espaces-là. Et donc au fur et à mesure des études, on aura l'occasion de les présenter en conseil municipal et vous verrez l'implantation qui sera proposée. L'étude CAE est restée très large dans ses positionnements. Et donc là, on va y travailler de façon un peu plus fine avec cette AMO. Les offres ont été déposées fin de semaine dernière, je crois, donc on va les regarder semaine prochaine pour ne pas perdre de temps sur ces deux projets. Et l'implantation idéale va être travaillée donc avec l'AMO en fonction de ce tellement foncier. Donc la mémoire du bâtiment, c'est des démontages et des démolitions, ouais. Oui, c'est ça, plutôt ça. Qu'on ne va pas tarder de faire. En plus, la commande est déjà passée. Comment ? Non, la commande de service. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce thème-là ? Je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 24, Héloïse Mansa, concernant l'adhésion à la Fédération des œuvres laïques de la Drôme. Est-ce que tu veux qu'on te donne un micro, Clarisse, parce que c'est d'autres. Ouais, c'est bon. Alors, considérant que l'association Folle 26, Fédération des œuvres laïques de la Drôme, est un mouvement d'éducation laïque qui concourt à la démocratisation, à l'extension et à l'amélioration du service public de l'éducation nationale sur le département de la Drôme, associant les collectivités locales et les concitoyens dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle, considérant que l'association promeut l'économie au service des hommes et des femmes et développe des activités s'inscrivant dans ce cadre tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment l'organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages et séjours de vacances, d'activités sportives et de loisirs, d'actions de formation. Considérant que la commune envisage un partenariat avec cette association dans la participation à un festival de danse, considérant ainsi que l'objet poursuivi par cette association répond à un intérêt communal et considérant que le coût de l'adhésion pour la commune est de 160 €, le conseil municipal est appelé à délibérer pour décider d'adhérer à cette association et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette adhésion. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions ? Une précision, Héloïse, s'il te plaît. On avait ensemble prévu donc, de faire ce festival de danse. Est-ce que sur une pré-programmation 2022, tu as déjà des dates en tête ou pas? C'est en cours de discussion avec la FOL, justement. On a eu une réunion il y a un mois pour commencer à reprogrammer tout ça, pour effectivement espérer cette fois-ci pouvoir vraiment réaliser ce festival. Ça serait effectivement entre avril et mai. Voilà. Chose qui n'avait pas pu avoir lieu en 2021 du fait de la Covid. D'autres questions? On passe au vote. C'est contre. Il s'abstient. Unanimité. Merci. Point numéro 25. Héloïse, toujours concernant le contrat d'emploi non permanent pour un archiviste. Alors, je vais parler aussi des textes de loi. Et considérant que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services,
et considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien la remise en ordre des archives de la commune dans les 12 prochains mois par des missions de tri et de classement des archives modernes et contemporaines qui représentent 370 mètres linéaires environ et qui sont répartis sur 5 sites distincts, le conseil municipal est invité à décider de la création à compter du 1er janvier 2022 d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, relevant de la catégorie hiérarchie B à temps non complet. De dire que cet emploi non permanent est créé pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. De dire que l'agent recruté sur cet emploi sera chargé des fonctions suivantes, c'est-à-dire l'émission de tri et de classement des dites archives modernes et contemporaines. De dire que l'agent sera recruté dans le cadre d'un contrat réalisé à l'article 3 de la loi 84-53. De dire que la rémunération de cet agent sera calculée par référence au grade de recrutement sur un échelon tenant compte de son expérience, et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. 340 mètres, c'est sur combien de mètres de hauteur? On ne pas comme ça. En fait, ça correspond à 370 mètres linéaires, ça correspond à 3700 boîtes alignées les unes aux autres en fait. Voilà. Et sinon, plus sérieusement, est-ce que vous avez sollicité Ancre, parce qu'il me semble, on m'a dit en tout cas que par le passé, il y avait des gens d'Ancre qui étaient venus faire. Ou est-ce que vraiment c'est un travail de spécialiste qui fait d'archiviste? C'est un vrai travail de spécialiste d'archiviste diplômé. Si on veut que ce soit rapidement fait et dans les règles de l'art, il faut que ce soit des professionnels qui le réalisent. Et c'est tout un. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine aussi. Il y a beaucoup de ce patrimoine qui a disparu. Donc, il est de notre intérêt commun de préserver ce qui nous reste aujourd'hui. Et le travail qui est réalisé depuis presque 1 an, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu moins, est déjà énorme. Et effectivement, il y a besoin encore de ce renfort et d'une professionnelle là-dessus. On ne veut pas que son émission, ça va être. Il y avait un travail qui était fait au fil de l'eau par rapport au temps qui était possible par rapport à l'agent qui était, mais qui était plus que limité, bien qu'elle faisait le maximum. Là, on a besoin quand même de rattraper un retard qui est énorme. Pardon, j'ai coupé la parole. La question, c'était, est-ce que vous avez numérisé tous ces documents? Je laisse Héloïse parce que c'est une grande discussion, la numérisation chez nous. Alors, la question de la numérisation, en fait, elle ne se réfléchit pas, on va dire 370 mètres linéaires, donc du coup, on va aller numériser 370 mètres linéaires d'archives, c'est un véritable coût, c'est extrêmement cher. Dans les collectivités comme dans le secteur privé, on ne se lance pas dans ce type d'opération-là, on les fait de façon, on va dire, réfléchie, c'est-à-dire quels sont les documents, c'est un cours d'archivistique, quels sont les documents à valeur prouvante qui sont au sein de notre communauté, de notre commune, et qui ont un intérêt à être préservés sous un format nativement numérique ou pas. Et c'est à partir de ces réflexions-là que l'on part sur de la full des maths ou non. Typiquement, tout ce qui est réflexion autour des délibérations, donc les actes administratifs, on va avoir des réflexions autour du flux PES et tout ce qui est le flux financier, les marchés publics qui sont de plus en plus dans la dématérialisation. Et puis ensuite, derrière, est-ce qu'il y a certains fonds qui mériteraient d'être numérisés à titre patrimonial, sans que dans un deuxième temps, quand on regarde un petit peu ce qui nous reste aussi de côté pour pouvoir réaliser ce type d'opération, et en partenariat avec les archives départementales de la Drôme, puisque eux aussi, en fait, ont des grosses politiques de numérisation, et il faut éviter un peu de doublonner là-dessus aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, si vous avez répondu, mais c'est pour ça que peut-être l'aide de l'encre sur la numérisation. Oui, mais ça, du coup, c'est une presta voilà, à grosse masse. Voilà. On n'est pas sur le même volet, en fait. Voilà. En sachant que Ancre fait partie des partenaires que l'on emploie fortement déjà, donc on a une grosse quote-part qui est sur la partie insertion grâce par le biais d'Ancre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sur des missions sur lesquelles ils sont un peu plus pertinents, justement. Est-ce que... C'est pour ça qu'ils avaient créé cette mission de numérisation pour développer toutes les communes. Oui, mais voilà, Héloïse vous a bien expliqué les enjeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? On soumet le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 26, c'est moi.
concernant la décision modificative budgétaire numéro 1. Donc, cette décision modificative en section d'investissement, vous constaterez en fait qu'il y a un basculement de la partie qui concerne les travaux de la zone des éoliennes. On les avait intégrés en investissement et en fait on les bascule en fonctionnement, ça a été vu avec le trésorier. Donc c'est la quote-part que l'on reverse à l'intercommunalité et ça nous a permis en même temps d'ajuster les montants par rapport à l'ouverture des marchés et des potentielles subventions que l'on percevrait. Donc là, il y en a à peu près pour 560 000 euros. On ajoute 150 000 euros au 21-38 pour l'acquisition du PMU. Et puis, on ajoute 100 000 euros en recettes, par contre là, toujours sur la partie section d'investissement, sur les produits de cession. C'est essentiellement les ventes de parcelles que l'on a eues durant cette année. En section de fonctionnement, donc, il y a l'ajout de crédit pour une constitution de provision, une délibération qu'on passera juste après. Le transfert de 280 000 euros du chapitre 67 au chapitre 65, qui en fait concerne le reversement de TVA par rapport à la zone des éoliennes. C'était une erreur en fait de chapitre là-dessus. Et puis le transfert des crédits du chapitre 73 au chapitre 74 pour constater en fait nos recettes fiscales qui doivent être impactées sur le bon chapitre qui est 74, et donc on ajuste les crédits plutôt à la hausse sur ces recettes-là, une hausse de 161 000 euros de recettes fiscales en plus. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces chiffres? Pas de questions? Je soumets au vote qui est contre. 7 contre. Qui s'abstient à la majorité. Merci. Point numéro 27, la constitution d'une provision pour risque et charges de fonctionnement. En fait, on vous propose de faire une provision pour risque sur, concernant l'entretien de certains bâtiments que nous avons sur la commune, et en particulier ceux qu'on avait déjà intégrés. On a des gros travaux à hauteur à peu près de 400 000 euros entre les différentes couvertures et charpentes des différents équipements. Je pense à à une belle, au panier solidaire, aux pompiers, en gros, l'ancien bâtiment des pompiers, pour ne citer que cela, et puis d'autres maisons qui sont dans le centre de la commune comme la Cure. Et puis, on aurait aussi 90 000 euros qui sont constitués pour la démolition du Mistral. Donc, on vous demande de faire une provision d'un montant de 500 000 euros. Est-ce que vous avez des questions sur cette provision? Pas de questions. Donc, on soumet au vote qui est contre. 7 contre, qui s'abstient. Majorité, merci. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Alors, je vais reprendre les notes. Donc, sur cette partie-là, je pense que vous avez pris connaissance des rapports qui vous ont été joints. Sur la partie de l'eau, donc on a une évolution du nombre de... Je cherche mes notes. Une évolution sur le nombre d'abonnés qui correspond à l'évolution globale. Voilà. Donc on a une évolution à peu près de 2,3%. Des coûts qui n'évoluent pas, en tout cas la partie fixe évolue un tout petit peu, qui est liée au contrat, donc on passe de 24,43 € à 24,71 €, et un prix au mètre cube qui évolue très très légèrement aussi, on passe de 0,4 621 € à 0,4638. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport de l'eau potable? Pas de questions. On vote ou on prend acte? On vote pour prendre acte. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Sur la partie le rapport d'activité du délégataire du service public de l'eau potable, est-ce que vous avez des questions
sur ce rapport du délégataire. Oui. Juste une remarque. Là, on a eu quand même 33 délibérations. Oui. Et le temps de lire, on n'a que 16 jours, le temps de lire tous les rapports. Donc, vous voyez que c'est un peu serré. Alors, sur une bonne partie des rapports, ce sont des rapports qui ont déjà été présentés au niveau de l'intercommunalité. Donc, en fait, les nouveaux rapports vraiment qu'on présente ici, ce sont que ceux que je viens, ceux qu'on va commencer à regarder, qui sont les rapports de l'eau potable. L'eau potable, il n'est pas très long, hein, il y a une dizaine de pages. La partie assainissement, c'est pareil. Alors, rapport du délégataire, un peu plus long. Mais voilà, donc, les plus grosses, les pièces jointes qui étaient les plus conséquentes, c'est quand même ceux qui ont déjà été présentés au niveau de l'interco. Donc, je pense que ça, c'est pas des choses qui sont complètement nouvelles pour nous parce que nous avons déjà eu connaissance. Mais voilà, donc si vous avez des questions, on est tout à fait ouvert à y répondre. C'est un chat, en vérité, il faut comprendre qu'il faut bien étudier quand même les dossiers. Vous avez vous le temps, parce que moi en 5 jours, je veux dire, pour étudier tous les dossiers, 30 de libération. C'est le bon, je vais en activité, en fait, comme ça. Voilà, si à l'avenir, on peut régler les libérations, les travailler, c'est plus efficace, on peut tout. On est tous autour de la table à avoir une activité professionnelle et des fois des charges de travail pour la mairie qui sont beaucoup plus importantes que les élus de l'opposition. Donc, par contre, si vous avez des questions en amont pour voilà, vous accompagner dans le travail sur ces dossiers-là, les services sont tout à fait ouverts pour y répondre sans difficulté. Donc, on essaie de ne pas faire des conseils lourds. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas eu des conseils qui étaient particulièrement lourds en termes de points. Voilà. On en fait quand même beaucoup plus régulièrement que ce qu'on a pu avoir l'occasion d'en faire jusqu'à présent. Et effectivement, celui-ci est un peu plus complet parce qu'il y a tous ces rapports des différents services que l'on passe aujourd'hui et qui sont aussi nécessaires, dont une partie qui ont déjà été transmis, j'entends, mais on ne peut pas non plus voilà, faire beaucoup mieux là-dessus. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions en amont, on est disponible pour y répondre et vous accompagner dans aussi le travail de ces dossiers-là qui, à des moments, peuvent paraître un peu plus complexes aussi. Ça, c'est sûr. Sur le rapport. Je veux dire, les questions en amont, vous comprenez que samedi, dimanche, on ne peut pas avoir de. Non, on l'envoie quand même, là on l'a envoyé mercredi. Mercredi, donc jeudi, le temps qu'on reçoit, en été, il y a beaucoup de trucs à imprimer. Vous savez, la charge d'impression qu'on a, on arrive au vendredi, le samedi, dimanche. Alors, charge d'impression, on vous a toujours dit que s'il y avait besoin d'une impression, ça on pouvait le faire, mais il fallait que vous demandiez pour pas qu'on gaspille du papier. Oui. Après, donc, ces 5 jours-là, ça a toujours été appliqué à n'importe quel, voilà, dans n'importe quel, ça fait des années que, et d'autres conseillers d'opposition se sont s'organiser pour avoir lu les documents auparavant, quoi. Voilà. On prend acte donc du rapport du délégataire qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Sur la partie rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement. Alors ça c'est la partie SPANC. Sur la partie SPANC, est-ce que vous avez eu le temps donc, de jeter un coup d'œil très rapidement? Les SPANC, on n'a pas beaucoup d'habitations qui sont concernées par les SPANC. Hein. La grosse majorité de nos raccordements sont sur les services, sur l'assainissement collectif. À Londres, on a 127 raccordements. Personnes qui ne sont pas raccordées à l'assainissement collectif, ça représente à peu près 4,5% des assainissements non collectifs de l'intercommunalité, parce qu'on est bien sur un service qui est géré par l'intercommunalité. Juste pour rappel, aujourd'hui, on a encore sur la commune, sur ces 127 installations, on en a 13 qui n'ont jamais été contrôlées. Donc l'interco va faire ce travail-là sur la période 2022 pour diminuer ce nombre de raccordements qui n'ont jamais été contrôlés. À titre d'info, pour Adonzer, sur les 127, on a eu 5
contrôle de diagnostic de l'existant, 7 de contrôle pour vente, ce qui est obligatoire, et puis 2 contrôles de conception et 3 contrôles de bonne réalisation des travaux. Voilà, et puis c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce rapport? Une question, c'est plutôt à l'extérieur de la commune. Oui, globalement, c'est plutôt des habitations qui sont à l'extérieur de la commune parce qu'ils ne sont pas desservis par de l'assainissement collectif. Ah, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie assainissement collectif? Donc, on prend acte du rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Concernant le service public d'assainissement collectif, est-ce que vous avez des questions par rapport à celui-ci? Rien de... Voilà, on est toujours dans le cadre de notre DSP actuel, donc pas de grand changement. On a 48 km de réseau séparatif. Actuellement, nous venons de lancer le schéma directeur d'assainissement collectif, donc qui va nous permettre d'y voir plus clair sur les travaux engagés sur les années futures. Est-ce que vous avez des questions de votre côté par rapport à ce rapport? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et donc, la partie déménagée, ça a été vu avec Hélène. Et donc, les communications des décisions du maire, on vous a transmis, donc c'était la dernière pièce jointe, les différentes décisions que nous avons prises. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Oui, quelques petites questions pour le quartier des Chênes. En fait, on a 2 sommes pour WIG, 162 950 € sur 15 hors taxe et 136 175,50 €. Pouvez nous expliquer, c'est tout dans le cadre toujours du chantier ou c'est d'autres... Oui, c'est dans le cadre des chantiers. Par contre, je ne vois pas les numéros de décision, pardon. 23. Oui, avec le SPI. Oui, c'est sur la partie éclairage public dans le cadre des travaux. Oui, complètement. Et on arrive pratiquement à la fin du chantier des chaînes. On est sur le chantier des chaînes. Est-ce que vous avez un montant exact du montant des travaux sur toutes les planches à nous donner? En fait, on attend que ça soit complètement soldé pour faire le plan complet. Ce qui ne sera pas compliqué à faire. On ne saura pas vous dire aujourd'hui. On attend la fin de la réalisation et on est coincé par un bruit, mais ça ne saurait tarder. Juste une dernière question, très rapide. J'avais noté, donc avec M. Cédric, un loyer mensuel de maille location garage de 700 €. Est-ce que c'est une faute de frappe ou comment on explique ça? Je pense que c'est exactement. C'est combien le montant? Alors, c'est un garage qui loue depuis des années vers le local des pompiers. Et on va vous dire le montant exact. Et pour quelle utilité? Le garage. C'est un garage. C'est juste un garage où c'est un garage auto, on prépare des voitures. Ah non, c'est un garage pour son véhicule personnel. Ça fait des années qu'en fait c'est loué à Cédric Faux, donc on a simplement renouvelé ce bail tout simplement. Je ne sais même pas depuis quand on fait la date. 20,75 € par mois. Donc vous faites la multiplication, on n'est pas du tout sur les 700 €. Je suis étonné, c'est pour ça. Donc c'est une erreur, nos excuses. Moi j'ai encore 2 petites questions. Ouais. Pour le budget d'un mairie annexe, donc est-ce qu'in fine on pourra avoir le récapitulatif quand ce sera fini? Oui, comme pour le chantier des chaînes. Là, au regard en fait, de l'évolution du coût des matériaux, Alain avait bien senti les choses parce qu'au mois d'août ou septembre, je ne sais plus, il m'a poussé à ce qu'on valide donc, tout ce qui était menuiserie sur les différents étages et qu'on lance le reste des travaux, ce qui nous permettra, à mon avis, d'avoir des coûts qui ne vont pas flamber comme ce qu'on risque d'avoir sur les autres chantiers. Donc ça, il faut bien avoir en tête, à mon avis, entre ce qu'on avait prévu aujourd'hui et ce qui sortira des enveloppes demain, ça sera un peu différent. Mais en tout cas, sur cette partie de la mairie annexe, tu avais fait un rapide calcul après le conseil municipal du mois d'octobre, justement, et on était vraiment dans l'enveloppe qu'on avait prévue. Mais on fera un point dès qu'on aura soldé tous les marchés là-dessus.
Et pour les magasins éphémères, on a bien noté qu'en fait c'était gratuit, on va dire. Sauf en fait, les gens prennent gratuitement ça. Non, en fait, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif qui est sur les boutiques éphémères, où là, en fait, la commune paye le loyer. Je dit boutique, oui, mais boutique éphémère, j'ai dit autre chose, non? Non, vous avez compris. Mais en fait, c'est par rapport à la gratuité. On a deux dispositifs. Donc, boutique éphémère, où la mairie prend en charge le loyer et demande, par contre, elle sous-loue, en fait, hein, on a conventionné comme ça avec le propriétaire, elle sous-loue à un loyer qui est vraiment modéré aux locataires. Donc, ceux qui sont dans les boutiques éphémères, c'est-à-dire les locaux de Monsieur Brusion et les autres locaux de l'ancienne caisse d'épargne, là, il y a un loyer qui est appliqué à ces locataires-là. Par contre, là où c'est gratuit, ce sont pour les vitrines éphémères qui sont dans la grande rue, qui sont basse bourgade. Donc là-dessus, en fait, il y a une convention d'occupation avec les propriétaires de ces bâtiments-là et on met gratuitement à disposition pour que les gens viennent exposer leur toit et en fait créer un peu de vie dans ces vitrines-là. Donc en fait, la gratuité, elle est que sur les vitrines, c'est tout. Et le nettoyage des locaux, etc., c'était fait par les services de la mairie ou c'est les gens qui sont... Non, ce sont les propriétaires parce que le PMU, je l'ai vu moi-même faire toutes les... Non, ça a été les propriétaires qui ont nettoyé. Même où il y avait le jeune qui avait sa salle de sport, c'est... Oui, c'est le propriétaire qui a refait et en plus après il bout derrière, donc ouais. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie des décisions? Il n'y a pas, et ben je vous souhaite une très belle soirée et puis de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et à très bientôt.